Des derniers jours, en réalité, depuis lors, la Commission européenne a aussi pris un certain nombre de positions concernant l'élargissement, mais nous aurons l'occasion d'y revenir. Fazet Bordage et Philippe Grombert, vous retenez quelque chose de particulier de cette actualité des derniers jours? Oui, moi je trouve que l'idée qu'il y a un partenariat avec la Russie est pour moi quelque chose d'assez essentiel, parce que ça fait quand même un long moment que dans le milieu culturel et artistique, on tente avec énormément de difficultés à créer les ponts et à faire en sorte que les créateurs, les responsables culturels russes puissent retrouver le reste de l'Europe et nous les retrouver. Et c'est très très dur quand on voit à travers notre propre réseau l'extrême complexité de faire venir quelqu'un de Saint-Pétersbourg qui est absolument sans loin de financement. C'est-à-dire que dans votre réseau, dans Trans-Europe Hall, vous n'avez pas de correspondant en Russie pour l'instant? On en a un à Saint-Pétersbourg, mais c'est extrêmement difficile pour cette personne de pouvoir quitter sa ville parce qu'il n'y a aucun financement. L'état de la situation de la Russie est tel que c'est assez complexe de faire ce lien. Écoutez, avant d'aller plus loin, et nous aurons l'occasion d'y revenir, je vous propose de nous tourner vers un sujet qui a été tourné par nos confrères d'Euronews sur Trans-Europe Hall. Vous comprendrez mieux de ce dont il s'agit. Théâtre d'avant-garde ou cours de danse pour 3e âge, voici une petite sélection de ce que propose le VUK à Vienne, en Autriche. Le VUK est une ancienne usine de locomotives, construite au 19e siècle, squattée au début des années 80 par des mouvements alternatifs. Mais en 20 ans, le VUK est devenu une véritable entreprise culturelle et sociale. On n'y compte pas moins de 2 salles d'exposition, un théâtre, une galerie de photos, 4 crèches et 2 écoles autogérées, et des ateliers d'apprentissage pour jeunes en difficulté. Institution inamovible et puissante, le VUK n'est pas un cas isolé en Europe. Depuis la fin des années 70, des friches sont transformées en lieux culturels. En 84, ils se sont regroupés dans un réseau, le Trans-Europe Hall. Comme l'explique Sabine Chebrac, responsable des relations publiques du VUK, le réseau Trans-Europe Hall a réussi non sans mal à s'ancrer dans le paysage culturel européen, mais le combat se poursuit. Le rôle de la culture dans l'Union européenne, c'est pas plus grand que ça. Elle joue un tout petit rôle, et dans la culture, Trans-Europe Hall est certes l'un des plus actifs, mais c'est aussi l'un des plus petits réseaux. Trans-Europe Hall, c'est une forme de culture qui doit davantage se battre que les lieux traditionnels, comme par exemple les opéras, pour bénéficier des mêmes financements. Ce combat, le VUK l'a remporté. Le lieu est aujourd'hui indissociable du paysage culturel viennois. C'est le cas également du Confort Moderne, en France, à Poitiers, autre membre du Trans-Europe Hall. Cet ancien entrepôt d'électroménager, d'où son nom, est depuis 1984 une place d'expression privilégiée pour les graffeurs locaux. Il n'est pas que cela. Visite guidée du Confort Moderne avec sa directrice, Isabelle Chaigne. Art contemporain et musique actuelle sont au centre de ce projet culturel, aujourd'hui soutenu par la ville de Poitiers et le ministère de la Culture français. Une mezzanine pour les expositions, des locaux de répétition, une salle de spectacle de 700 places et un entrepôt-galerie de 1500 mètres carrés. Les affiches exposées témoignent de l'intense activité du lieu. Mais le Confort Moderne affiche aussi sa dimension européenne. Il a récemment accueilli la 49e rencontre du Trans-Europe Hall, l'occasion de se concerter et d'échanger avec ses partenaires du réseau. Tous partagent une même identité culturelle et politique par-delà les frontières. C'est d'être une friche, d'avoir investi une friche industrielle, d'être une initiative indépendante. C'est-à-dire qu'on ne veut pas que ce soit des lieux montés par les collectivités, parce que ça change un peu l'esprit de base quand même, qu'il y ait une conscience politique et sociale. La dimension européenne de Trans-Europe Hall est donc aussi politique. Dernière opération en date, encourager les communautés en conflit à monter ensemble des projets artistiques. Une idée apparue suite aux événements dans les Balkans.
Membre du Cinéma Rex, un centre culturel fermé par le pouvoir yougoslave à Belgrade, Katarina Zivanovic est venue témoigner. Pour elle, les contacts passés avec les autres membres du réseau sont une question de survie. Ça aide de voir des gens plus courageux que vous ne l'êtes vous-même. Ça vous apporte de l'énergie et être ici, c'est également rapporter à Belgrade le plus d'exemples possibles de ce qui se passe en Europe et dans le monde. Le problème là-bas, c'est que l'information libre n'existe pas. Rapporter des informations de l'extérieur, c'est donc vital pour nous. Transeuropal rassemble une trentaine de centres. Pour fonctionner, le réseau perçoit des fonds européens à travers le programme Kaléidoscope pour 99 et par la suite à travers le programme Culture 2000. Reste que chaque année, la course au financement redémarre à zéro. La coordinatrice du réseau souhaite pérenniser ces mécanismes et en appelle à un engagement de la présidence française de l'UE. On espère qu'à travers cette présidence, on va pouvoir démarrer ce chantier, qui est un long chantier certainement, mais je suis sûre qu'il peut y avoir des mécanismes qui peuvent faciliter des combinaisons entre des territoires régionaux, départementaux, la Commission européenne, pour qu'il y ait enfin des interlocuteurs pour ce genre d'expérience. Parce que c'était marginal quand nous on a démarré, comme le Confort Moderne ici, les Halles de Schaerbeek, le Melweg à Amsterdam, la Rotofabriek à Zurich, le VOUC à Vienne, mais aujourd'hui c'est un phénomène, il n'y a pas d'autre mot. Phénomène culturel également au sud-est de l'Europe, en ex-Yougoslavie. Voici le Metelkova à Ljubljana, la capitale de la Slovénie. Une caserne squattée par des artistes locaux. Le Metelkova a reçu le soutien du VOUC. De par sa proximité géographique, celui-ci a joué le rôle de tête de pont de Transeuropal vers les Balkans. Clin d'œil de l'histoire, cette caserne a été construite par l'Empire austro-hongrois. Aujourd'hui, plus un soldat, mais des artistes et près de 70 associations occupent le Metelkova depuis 7 ans. Peu à peu, en association avec la municipalité de Ljubljana, les bâtiments sont rénovés. Mais l'avenir du Metelkova comme centre culturel n'est pas assuré. Les relations avec le voisinage sont difficiles. Une scène ouverte de la drogue menace de s'y implanter. Et les promoteurs lorgnent sur cet immense terrain. Le directeur du Metelkova reçoit des fonds européens pour sécuriser le centre, qu'il souhaite pour autant ouvert à tous. Nous tentons et nous tenterons toujours de communiquer avec tous. Actuellement, nous avons en cours un projet pour mettre en place un modèle de prévention et pour sécuriser le site. Nous parlons avec les utilisateurs du centre, le voisinage et des spécialistes de la sécurité. Et en termes de prévention notamment, nous voulons proposer des emplois temporaires aux gens du voisinage afin qu'ils travaillent ici, avec nous. Notre but final est que ce site soit ouvert à tous et que chacun se sente le bienvenu et à l'aise ici sur le site. Ainsi, le Metelkova offre déjà aux jeunes du quartier des rampes de skateboard et source d'espoir pour les défenseurs du site. C'est ici pour la première fois que se tiendra la prochaine réunion de Transeuropal. Transeuropal est donc une initiative vraiment à part dans le paysage culturel européen, un contrepoids aux lieux traditionnels de culture, mais également une façon de conserver un patrimoine industriel riche d'histoire. Lancé par la génération des années 70, destiné aux jeunes créateurs et aux jeunes générations, ces centres ont fini par dépasser les frontières européennes. Ils accueillent toutes les formes et projets artistiques et se les échangent. En voici un exemple. Out les tambours, voici les percussions sur zinc. Vous l'avez dit, il y a différentes manières de faire l'Europe. Philippe Bambert, c'est une idée belge au départ. Ce projet est né aux Halles de Schaerbeek. Et je vous précise que les Halles de Schaerbeek, tout le monde le connaît à Télé Bruxelles, mais comme nous sommes diffusés également dans 10 pays d'Afrique francophone, je me permets de simplement signaler que c'est une commune, une municipalité de la ville de Bruxelles, Schaerbeek. C'est vraiment à Bruxelles que le projet est né. Disons qu'il est né simplement par l'envie d'un peu découvrir ce qui se passait ailleurs, parce qu'on se sentait un peu dans un carcan qui était cette très long parcours d'obstacles aux Halles de Schaerbeek, cette longue bataille pour essayer de sauver le lieu et de le réaménager. C'était une manière de
rendre les choses positives dans cette très longue bataille institutionnelle et politique, c'était de dire, mais dans le fond, autour de nous, en Europe, il y a ce qu'on a appelé nos cousins d'Europe, ben, ils sont en train de développer des projets semblables. Et donc au cours d'un week-end, en mars 1983, on a invité ces cousins d'Europe au cours d'une rencontre pendant 3 jours. Et au bout des 3 jours, après avoir fait connaissance, on avait présenté des vidéos, on a eu un spectacle, on a invité le public, on a eu un débat avec la presse sur la situation des Halles de cette époque-là. Les Halles n'étaient absolument pas encore sauvées. Et puis on s'est dit, mais voilà une dynamique à lancer. Donc c'est une idée toute simple, elle n'est pas belge, elle est simplement liée au fait qu'au Halles, on était dans ce processus que l'on retrouve dans la plupart des centres. Vous avez eu d'emblée du soutien auprès des institutions européennes, Commission européenne ou Parlement? Non, vous avez dû vous battre? Oui, ben, encore aujourd'hui, on n'en a pas vraiment, mais je veux dire, en tout cas, il est certain que dès le départ, c'était d'abord une idée de solidarité, d'échange d'expériences, de savoir un peu comment on travaillait selon ces quelques grands critères qui constituent le réseau, qui est l'idée de projets indépendants et citoyens, de récupération de sites d'origine industrielle, marchande ou militaire, de lieux pluridisciplinaires, de lieux de création, de production, de sens et de rencontres avec ce qu'on appelait à l'époque un peu les scènes alternatives et qu'aujourd'hui ce sont les jeunes créateurs. Et ça, c'est un peu ce qui nous rassemblait et qui a fait qu'on a eu envie de coopérer, de travailler. Et puis c'est vrai que dans un deuxième temps, on est allé frapper aux portes nationales et aux portes européennes. Quelles sont les plus réceptives? Ah, alors, au fil du temps. Parce que dans le reportage que nous venons de voir d'Euronews, vous dites sincèrement que vous placez beaucoup d'espoir dans la présidence française du Conseil des ministres. Alors, espoir déçu ou espoir rencontré, satisfait? Je crois que c'est un espoir qui continue à essayer de créer des dialogues en fait, avec toutes les institutions. Parce que comme l'a dit Philippe, c'est vrai qu'au départ, nous étions que quelques initiatives qui avons petit à petit on a pu se connaître, se rencontrer, mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'initiatives. Et c'est vrai qu'on vit l'Europe aussi comme une chance de créer au niveau de ce territoire un dialogue important qui nous permette peut-être de faire comprendre aux institutions la réalité des missions que remplissent tous ces lieux de culture, qui sont vraiment des lieux ouverts, qui, je crois, veulent un peu recréer une notion de lieu, d'expression, de parole, dont beaucoup de gens ont besoin. Et c'est vrai que par rapport au reportage qu'on voyait tout à l'heure, je crois que les gens ont vraiment... Il y a un vrai besoin de comprendre ce qui se passe, il y a vraiment une méconnaissance de beaucoup de choses, des institutions européennes, mais aussi de beaucoup d'autres choses. Et c'est peut-être des lieux où il y a des liens qui se recréent. Et je crois que ce n'est pas un hasard si de plus en plus d'artistes aujourd'hui veulent être des artistes responsables dans le monde dans lequel ils vivent et commencent de plus en plus à tisser des liens avec des gens, des populations, le territoire dans lequel ils vivent. On est de moins en moins dans des artistes peut-être qui ont envie de créer des œuvres dans un coin et après essayer de le montrer à beaucoup de gens. On est vraiment dans une envie de créer des liens et de pouvoir aider à ce que du sens, des dialogues et des rencontres se font. Et c'est vrai que peut-être qu'à travers Transeuropal, modestement, on a l'impression qu'on contribue à cette connaissance de l'Europe, parce qu'il faut bouger, il faut prendre le temps de se voir, de se comprendre, de se parler. Est-ce que d'une certaine manière, vous avez le sentiment de contribuer à la création d'une nouvelle culture européenne à travers votre action ? En tout cas, je crois que nous contribuons au fait que tous les gens qui peuvent participer à des projets, à travers nos actions, à faire que nous nous sentions européens et que petit à petit, nous intégrions dans notre esprit que nous sommes des Européens, que nous vivons dans une ville, dans un pays, mais nous sommes aussi Européens. Ça, je crois que c'est très important. Mais vous avez une autre fonction aussi, si j'ai bien compris, c'est celui d'intégration. C'est un rôle social aussi que vous défendez, j'ai l'impression. Est-ce que ça veut dire que la notion d'Europe fermée, finie, est acceptable dans ce contexte-là? Non, pas du tout. Je ne sais pas si je vais tout à fait bien répondre à votre question. C'est vrai que de fait, ces initiatives, il se trouve qu'il y a de plus en plus d'espaces vides qui sont en fait dus au changement de production de l'industrie, aux nouvelles technologies. Il y a beaucoup d'espaces vides. Il se trouve que ces espaces sont des espaces idéaux pour recréer ces lieux de culture informelle qui sont en fait très différents les uns des autres, mais qui ont tous cette envie de redynamiser les territoires où ils sont installés, d'avoir à la fois cette dimension locale et internationale. Et il se trouve que ces initiatives se développent aussi en dehors de l'Europe. Et nous, bien sûr... Oui, justement, pour préciser ma question, est-ce que vous avez des points de contact, des collaborations, des partenaires au-delà des frontières de l'Europe actuelle ?
Tout à fait. Dans nos programmes d'activité, si je puis dire, nous avons un qui s'appelle In and Out of Europe, qui est développé par une de nos collègues qui est Marion Louis Grand, et elle a pris son bâton de pèlerin et elle a petit à petit en fait été en Afrique, en Asie, et on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup d'expériences qui ressemblent vraiment, qui sont dans le même esprit que le nôtre, des artistes, des acteurs culturels qui veulent rester là où ils sont, récupérer des espaces qui existent, les transformer en lieux de culture. Et donc actuellement, nous sommes en contact avec une dizaine de lieux en Afrique, avec 3 lieux, plutôt des projets de lieux en Inde. Récemment, des gens de Taïwan ont débarqué dans le bureau de coordination de Transeuropal qui est basé près de Paris à Saint-Ouen. Nous avons aussi maintenant de plus en plus de contacts avec les États-Unis, avec l'Amérique du Sud. Je crois que c'est vraiment justement une façon, en sortant de l'Europe, peut-être aussi pour nous, de comprendre, d'avoir plus de distance avec ce qu'on est en train de construire en Europe, sans oublier qu'en ce moment, comme l'a dit Philippe au début de cette émission, nous avons très envie d'avoir de plus en plus de contacts avec nos amis de l'Est de l'Europe, qui sont de plus en plus nombreux à récupérer d'ailleurs peut-être plus des casernes ou autres divers bâtiments que simplement des usines, peu importe. Mais pour vraiment recréer des dialogues, je dirais, qui nous apprennent autant les uns et les autres. On n'est pas simplement là. C'est vrai qu'on a aussi une fonction d'aider des projets à exister, des élus à comprendre ce que nous faisons et les bénéfices multiples, mais c'est aussi parce qu'on a aussi besoin d'apprendre des autres. On a et toujours ça, c'est très important. Je crois que nous avons toujours à apprendre des autres, Voilà. mais je vous propose maintenant de nous retourner vers la manière dont la presse hebdomadaire a perçu l'actualité européenne des derniers jours.